Alors, j'ai le plaisir d'interviewer Madame Martha Anadon, personne bien connue dans le champ disciplinaire de l'éducation, pour notamment ses travaux en méthodologie de la recherche qualitative. Madame Anadon est originaire de l'Argentine et elle est arrivée au Québec en 1980 pour faire un doctorat en sociologie de l'éducation à l'Université Laval. Une fois le doctorat terminé, elle a obtenu un poste de professeur à l'UQAC. Elle y a enseigné pendant plusieurs années des cours liés à l'épistémologie de la recherche ainsi que la méthodologie de la recherche qualitative. Elle a ainsi contribué à la formation à la recherche de nombreux étudiants de maîtrise et de doctorat dans le cadre du doctorat réseau UQ en éducation. Elle a développé plusieurs champs de recherche, dont celui des représentations sociales, des discours sociaux et de l'identité professionnelle, entre autres. Ses écrits sur l'histoire de la recherche en éducation et de façon plus spécifique sur l'évolution de la recherche qualitative constituent des références importantes pour toutes les personnes intéressées par le sujet. Aujourd'hui, professeure émérite de l'UQAC, elle poursuit son engagement académique en siégeant sur divers jurys d'évaluation ou comme participante à des panels, que ce soit sur des tribunes québécoises ou internationales. Elle partage ainsi son expertise avec des chercheurs européens et latino-américains. Sur une note plus personnelle, j'ai le plaisir de côtoyer Madame Anadon, qui s'est avérée être une précieuse collègue avec laquelle nous avons souvent échangé sur divers sujets et elle est devenue avec le temps une chère amie. Alors, Martha, j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est si vous aviez à identifier les moments clés de votre histoire avec la recherche qualitative, qu'est-ce que vous en diriez? Avant de répondre à ta question, je vais te remercier pour cette chaleureuse présentation et aussi à toi comme aux membres du conseil d'administration de l'Association de la recherche qualitative de m'avoir invité à partager mon expérience comme chercheur qualitative, on va se mettre entre guillemets. Et, pour répondre à ta question, donc merci beaucoup. Et pour répondre à ta question, je vais me permettre de faire une mini parcours biographique parce que je trouve que mon parcours de formation, ça a vraiment m'a donné des moments clés pour la recherche qualitative, non? Pour mon histoire avec la recherche qualitative. Bon, mes études universitaires de premier cycle ont été faites à l'Université de Buenos Aires. Dernières années des années 60, début des années 70, dans deux disciplines en sciences sociales humaines. J'ai une formation en psychologie avec je dirais, une orientation psychanalytique forte, et que ça, c'est important, je pense, quand on commence à réfléchir sur les sciences sociales humaines. Aussi une formation en sciences de l'éducation. Et donc, ces deux formations, je les ai reçues à l'Université de Buenos Aires dans une période vraiment de grande contestation sociale. Je pense que nous, on contestait tout. On contestait la société, l'église, la famille, l'école, les hôpitaux, la psychiatrie. On contestait les rapports sciences-société. Et donc, c'était une période de grand éclatement, de prise de conscience de l'oppression, ça c'est important, du renouvellement des cas théoriques sociologiques parce que le fonctionnalisme américain centré sur le consensus et sur l'ordre ne permettait plus de comprendre ces turbulences sociales et politiques dans lesquelles on vivait. Donc, dans ces grandes contestations, on contestait évidemment la science positive, l'idéologie scientiste. Donc, je pense que ça, c'était un moment vraiment clé dans mon cheminement. Même si je n'appelais pas ça la recherche qualitative, j'ai cherché un peu comment les sciences sociales humaines pouvaient contribuer à comprendre ces turbulences sociales et politiques et aussi à transformer la société. Donc, en plus, ce cheminement universitaire, je l'ai fait
dans un moment d'un des nombreux coups d'État militaires catholiques et nationaux qu'a vécu l'Argentine et qui s'est cristallisé dans les années 66 avec une répression beaucoup plus forte et qui nous a obligés à quitter le pays. Donc, dans ces moments de changement, des scissures de la société divisée, et je me suis beaucoup questionnée, et moi, avec moi, psychologue, moi, un licencié en sciences de l'éducation, qu'est-ce que je pouvais faire et qu'est-ce que je pouvais faire à partir des sciences humaines et sociales. Donc, bon, après, on a quitté, et un de mes premiers travaux de recherche au Brésil, c'était l'analyse des manuels scolaires. Je voulais savoir comment l'école, qui se dit ample, ouverte, elle transmettait un discours particulier, comment les pratiques pédagogiques étaient soutenues par des visions du monde et par des théories particulières qui véhiculaient une certaine idéologie. Donc, je me suis beaucoup préoccupée pour le langage, pour qu'est-ce qu'on transmet comme message ces manuels scolaires. Et donc, mon premier contact avec les méthodologies qualitatives a été l'analyse du discours. L'analyse de contenu, je me reprends, l'analyse des contenus les plus thématiques, celui qui considère le langage comme quelque chose de transparent. Arrivé au Québec, j'ai eu la chance de travailler sur un mandat que le ministère de l'Éducation, de la direction de la recherche, avait demandé à Jacques Deshotel. Donc, j'ai travaillé sur les représentations de la science que les programmes de sciences du ministère de l'Éducation transmettaient. Là, encore un autre contact avec le langage, un autre contact avec ces visions du monde que je n'ai pas encore appelé ça représentation sociale, sinon ces visions du monde, ce discours idéologique, sauf que j'ai commencé à être beaucoup plus sensible au langage. Et ça se cristallise fondamentalement dans ma thèse de doctorat, où j'ai travaillé sur les discours politiques, les orientations scolaires, les débats idéologiques qu'il y a eu entre le ministère de l'Éducation et les syndicats des enseignants, qui en ce moment étaient la centrale de l'enseignement du Québec. Donc, là, modestement, je dirais, j'ai inventé une approche du discours inspirée fortement de l'analyse du discours français et de la linguistique, et donc une sensibilité au langage, une sensibilité à ce qu'on dit et comment on le dit. Et pourquoi je reviens sur ça? Parce que je pense qu'on était des moments clés dans mon approchement à la recherche qualitative. Je suis venue beaucoup plus sensible à ce que le monde dit, comment on le dit, à ce qu'il pense, que s'appelle représentation, croyance, idéologie, etc., etc. En plus, l'exigence de pouvoir aborder ces sortes de phénomènes avec une perspective beaucoup plus interdisciplinaire, en faisant appel à la sociologie, aux sciences politiques et même à l'économie. Les systèmes éducatifs répondent aussi à des exigences économiques. Donc, un autre moment clé, je dirais, pour répondre à ces moments que tu me demandais d'identifier. Et le troisième moment clé que je ne vais pas passer sur silence, c'est les colloques de l'ACFAS en 1984 à l'Université Laval. Un colloque qui portait pour nom les recherches non expérimentales. Déjà, avec ce nom, on peut sentir qu'est-ce qui était hégémonique comme type de recherche. Dans ces colloques, j'ai présenté ma démarche d'analyse du discours et plusieurs chercheurs mettaient en évidence ou communiquaient de nouvelles façons de faire de la recherche, et que les modèles expérimentaux et quasi-expérimentaux avec lesquels on était formés ne suffisaient plus. Et bon, une année plus tard, l'association s'est créée
Et je pense, pourquoi que je dis que c'est un moment clé, parce que l'institutionnalisation de l'association pour la recherche qualitative, ça nous donnait un cadre, ça nous a embrassé, et ceux qui ont été les nouveaux, disons, dans la recherche. Donc, j'ai déjà parlé avec toi plusieurs fois, je pense que notre génération a été vraiment pionnière dans la recherche qualitative au Québec avec certains sociologues, les criminologues, les travailleurs sociaux, etc. Et pas seulement on a été pionniers pour jeter les bases, pour expliciter les fondements, parce qu'on voyait la recherche, ce type de recherche, non, après on a appelé ça qualitative, on voyait ce type de recherche vraiment comme une révolution scientifique dans le sens de Thomas Kuhn. Non? Il y était un nouveau paradigme qui s'installait, donc il fallait jeter les bases, il fallait faire des représentations auprès des organismes souverains. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé dans mon université pour incorporer ces cours dans la formation, qu'on appelait ça collecte et analyse des données qualitatives, pour ne pas lui donner à la recherche qualitative un statut. Donc, je pense que c'est ça, que nous, on a été une génération vraiment révolutionnaire dans Pionnière, dans la recherche en éducation. Bon, voilà ces trois moments clés de mon histoire avec la recherche qualitative. Mais je vois que, en fait, ta porte d'entrée, c'est ce que j'ai compris, ta porte d'entrée en recherche qualitative, c'est fait par l'analyse de contenu. Du langage. Et ensuite, c'est ça, tout ce qui avait trait au langage, analyse de contenu, analyse de discours. Bon, tu as ouvert après, mais ces deux premières entrées, tu as été formé comment? Quelle était la formation pour... J'étais formée sur l'État. Ah Non, oui. je suis formée sur, oui, parce que j'ai eu une formation en recherche la plus traditionnelle, non, les statistiques et la recherche. Mais j'ai senti du moment que je voulais, comme je te disais, comprendre ces grandes ruptures qu'il y avait dans la société dans laquelle je vivais. J'ai senti que ce modèle de recherche ne me suffisait pas. Donc, je me suis formée sur le temps, et un peu autodidacte. Et j'ai abandonné la psychanalyse parce qu'il me semblait que me donnait pas de réponse seulement individuelle. J'avais besoin d'une réponse beaucoup plus globale. Et, donc, dans mon séjour au Brésil, j'ai étudié la sociologie et je me suis donné des lectures, mais aussi, je dirais, pas seulement des lectures à l'individuel, les échanges avec mes pairs, tout ça, on alimentait un peu mon questionnement. Je suis allée lire, je ne sais pas, les classiques, j'ai lu Dilthey et Weber, l'interactionnisme symbolique, retourné à Goffman, tout ça, ça m'a vraiment bouillonné. Et, je me souviens que pendant que j'étais étudiante au doctorat à Laval, j'ai eu une grande discussion avec des profs et des collègues, et quelqu'un m'avait dit il faut aller étudier l'épistémologie des sciences humaines. Donc, j'ai fait comme un arrêt dans mes études et je suis allée étudier l'épistémologie des sciences humaines et j'ai tombé en amour. Ça s'ouvrait pour moi un panorama incroyable. Mais aussi, on se forme aussi avec la propre expérience. Oui. Quand on fait de la recherche, comme je te disais, oui, j'ai fait l'analyse de manuel, mais je sentais que le langage nous permet d'aller beaucoup plus loin que seulement ce qu'on dit explicitement. Oui, les mots précis qui sont utilisés, donc, oui. C'est ça. Je pense aussi que quand on fait la recherche, ces sortes de recherches qualitatives, il y a tellement de décisions qu'on prend à la dernière minute et sur le terrain, qu'il faut comme se reprendre. Il y a une constante réflexion, surtout parce qu'on était aussi, comment je pourrais te dire, sensible au fait que nos résultats soient valides. Non? Oui, Que oui. personne vienne nous dire, ah, bon. Donc,
ces retours, ils reviennent, sa flexibilité qui a la recherche qualitative et ces réflexions qui a la recherche qualitative, je pense que c'est oui, c'est un lieu de formation important. Je me suis beaucoup formée aussi avec mes étudiants de doctorat. Il faut donner à César ce qui est à César. Mes étudiants de doctorat m'ont beaucoup questionné, m'ont beaucoup amené à réfléchir, à lire, à prendre des décisions aussi sur l'État. Et je dirais qu'il y a un double game, je ne sais pas comment dire, que j'ai pu apprendre. Le premier, c'est que les données qualitatives, en définitive, sont toujours des mots. Donc, ce que j'avais appris dans l'analyse du discours, ce que j'avais appris dans mes promenades à la linguistique, l'énonciation, l'argumentation, la narrativité, tout ça me semblait super utile parce que j'ai dit, quand je fais de l'observation, comment j'enregistre l'observation? Je raconte, donc la narrativité est importante, les mots que je choisis, pas seulement pour faire la description détaillée, sinon pour compter, non? Raconter. Donc ça, c'était une découverte, je vais dire, un apprentissage important. Et l'autre apprentissage que j'ai eu aussi, c'est que les chercheurs qualitatifs, il faut qu'ils laissent de côté ces cas théoriques, ces déterminismes sociologiques, non? Ces renversements qu'avant on partait des grands cas théoriques pour aller voir le monde, maintenant on va partir du monde pour pouvoir systématiser une autre lecture. Ça me semblait que c'est seulement la recherche qualitative et ça c'est un apprentissage. Non? Ça c'est une formation, je dirais, de la recherche qualitative. S'éloigner de ces théories déterministes. Mais malgré ça, et ça m'a amené plus tard à une réflexion sur l'engagement du chercheur, parce que même si c'est vrai que le chercheur qualitatif doit laisser de côté ces cas théoriques déterministes, c'est lui qui synthétise, c'est lui qui systématise, c'est lui qui organise le travail, la parole de l'autre. Donc, je pense que là-dedans, il y a, ça aussi c'est une formation que j'ai reçue de ma propre expérience. Là-dedans, les chercheurs, il y a deux possibilités. Ou il utilise la parole de l'autre pour illustrer son propos, ou il utilise la parole de l'autre comme un savoir. Non? Et qu'est-ce qu'on fait avec ce savoir? Dans les recherches plus participatives, c'était un peu la recherche de ça, de ce que je viens de te dire. Très bien, merci. J'ai perdu une petite section de ce que tu disais parce que j'ai eu un message me disant que ma connexion Internet était instable, mais espérons que l'enregistrement, lui, s'est poursuivi correctement. Donc, je vais passer à la question suivante. Bon, tu disais que tu avais été d'abord formé sur le tas et ensuite, par ton expérience, tu as progressé dans ton cheminement, dans ton parcours de chercheur. Est-ce que tu pourrais penser à des expériences particulièrement signifiantes dans ce parcours de chercheur qui t'ont marqué? La première, je te dirais, la première, je pourrais dire, dans la première leçon, je ne sais pas, la première marque, c'est la prise de conscience que la recherche qualitative nous offrait une panoplie énorme de possibilités. Et je pense que c'était la première fois que jamais avant, en tout cas dans ma tête à moi, jamais avant les chercheurs, il y avait autant de possibilités et d'options Oui. pour travailler. Exact. Donc, et ça, je pense que c'est une découverte. L'accompagnement des étudiants de doctorat, pour moi, ça a été vraiment important. Et l'autre
qui m'a marqué, c'est comme je te disais tantôt, c'est fait que cette flexibilité, c'est qu'on pouvait prendre des décisions à la dernière minute. Je sais pas, je me souviens, je suis allée interviewer des jeunes colombiennes qui, avec la régionalisation de l'immigration, avaient tombé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et donc, j'ai dit, je vais aller les interviewer et ça va aller très bien, je parle espagnol, je vais avoir le contact avec eux, non, non, non. Les autres parlaient à mot. Ah non, ah non. Non, il n'a pas parlé, il était gêné. Il se méfiait. Et donc, j'ai trouvé que j'ai tombé à l'eau avec ma recherche. Donc, j'ai laissé demander de m'écrire personnellement, d'écrire en espagnol. Donc, bon, il a fallu, c'était 7, mais ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'avais prévu parce qu'il a fallu que je parle avec les parents, avoir une connivence avec les parents pour que les autres m'écrivent. Bon, en tout cas, mais ça m'a aidé et ça m'a aidé et ça m'a appris quelque chose parce que quand un de mes étudiants, Roberto, travaillait avec les Amérindiens de la côte nord, aussi il avait ces problèmes. Donc, les autres ne voulaient pas parler, il parlait en amérindien pour que lui ne comprenne rien. Ah oui, oui, oui. J'ai cette expérience et lui, c'est mieux parce qu'il a demandé la collaboration du prof de français, donc il les a fait écrire dans les cours de français. C'est la flexibilité de la recherche que je trouve que dans un autre modèle de recherche, on a. Absolument, absolument, absolument. Et un autre apprentissage que j'ai eu, je pense, je ne sais pas qui m'a marqué, c'est le fait que ces sortes de recherches nous approchent, comment je pourrais dire ça, à la chose publique. Non? Ils nous approchent à ce qu'on dit les politiques. Les chercheurs doivent prendre position. Il ne peut pas, c'est la neutralité, tout ça, non, non. Les chercheurs doivent prendre position. Parce que quand on est en entrevue avec nos participantes, ou quand on est, je ne sais pas, en train de les observer, interagir entre eux, il faut prendre position. Non? Il faut savoir si on est avec ou contre. Je pense que ça, c'est un élément important. Donc, comme que la recherche qualitative permettait pas seulement produire des connaissances, sinon aussi intervenir. Et ça m'a amené à m'intéresser à ce que j'ai appelé dans les célèbres rencontres de recherche participative parce que je ne m'intéressais pas seulement à un modèle. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment la recherche permettait d'établir une relation égalitaire, démocratique, équitative. Donc, peu importe si c'était action, si c'était collaborative ou participative, ce que je voulais, c'était voir ça, parce qu'il me semblait que c'était une voie de recherche qui permettait de cristalliser ce que j'appelais l'engagement. Non? Une recherche engageante dans le sens que autant les chercheurs comme les participants cohabitent, co-construisent, disait Serge de Gagné. Pas seulement ça, dans ce sens, il est engageant, sinon qu'il est engagé. Il est engagé dans le sens que les chercheurs doivent permettre aux participants de prendre pouvoir sur ce qu'ils connaissent. Non? Oui, sur son expérience, sur son expertise. Oui. Et c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas de meilleure posture dans ces recherches participatives que celle qui amène une certaine émancipation de participants, je ne sais pas comment on appelle ça, l'empowerment ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on lui laisse la possibilité de contrôler, d'avoir un pouvoir sur ce qu'elle sait et de contrôler. Et notre rôle, c'est justement de légitimer ces savoirs, de les rendre, oui, crédibles,
systématique, je ne sais pas, communicable, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans les recherches participatives et je me suis fait une collaboration avec toi-même. Et ça m'a amené à fouiller un peu l'histoire de la recherche-action dans les pays de l'Amérique latine. Il était vraiment un type de recherche très engagé. Ah oui, très engagé, oui. C'est-à-dire que dans ce type de recherche, je trouve que le chercheur est un activiste académique. Non? C'est quelqu'un qui s'engage, oui, pas seulement pour légitimer les savoirs de l'autre, sinon pour revendiquer ses demandes, ses besoins, sa posture, je ne sais pas. Mais c'est quand même toute une évolution. Tu sais, je t'écoute et je me dis, tu es parti d'un lien avec la recherche qui prenait la forme de l'analyse de contenu, où le discours est construit déjà. Et dans toute ton évolution, tu en es arrivé à l'intégration du participant à la recherche pour mettre son expertise en valeur, pour lui donner du pouvoir sur son savoir. C'est quand même tout un parcours. Hein? Oui, je trouve qu'il y a c'est vraiment tout un parcours. C'est tout un parcours, oui. Parmi... Mais oui, un parcours que se construit, tu sais, une brique sur l'autre. Oui. C'est pas improvisé. Je veux dire, c'est une évolution tranquille par tes expériences, par tes lectures, par tes échanges avec tes collègues, avec les étudiants. Tu es arrivé finalement à te représenter la recherche de façon de plus en plus ouverte. Parce que, comme je te disais, on était obligé à valider et à légitimer notre... Oui, absolument. Il n'y avait rien de donné là-dedans. Il n'y avait rien de donné. Le chemin n'était pas tracé. Il fallait le tracer. Non, le chemin. Oui. Parmi toutes tes contributions, parce que tu as écrit beaucoup, tu as donné des cours, tu as fait des conférences, participé à des panels, ce serait quoi les contributions les plus significatives, selon toi, dans le domaine de la recherche qualitative? Qu'est-ce que tu retiens de... Mais tu es encore engagée, tu es encore active, mais tu as un long parcours qui est fait. Peut-être les dernières... Bon, la première chose, c'est celui de l'évolution de la recherche en éducation. Pourquoi je trouve que c'est parce que c'est un chapitre qui a été mis à jour 3 fois. Et ce qui est intéressant, c'était que j'avais pas besoin de réviser ce qui était fait, j'avais besoin d'ajouter comment enrichir, compléter. l'évolution. Pourquoi me semblait important de faire ce chapitre? Je voulais montrer que la recherche en éducation au Québec avait évolué. Avait évolué avec, moi je te dirais, des sauts qualitatifs très importantes. Pas seulement qu'il avait évolué épistémologiquement ou méthodologiquement, il avait évolué aussi pour donner réponse à des exigences sociales, à des demandes qui venaient de l'extérieur de la recherche elle-même. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai construit ces chapitres avec 2 piliers, une lecture historique et une lecture épistémologique. Donc, c'est ça. Je voulais montrer comment la recherche répond à des époques, à des demandes sociales dans une époque particulière, comment elle se donne de nouvelles finalités, comment elle choisit de nouveaux objets de recherche et comment elle donc saisit ces objets de recherche avec aussi une évolution épistémologique. Et ce que je voulais montrer aussi, c'était que les paradigmes, moi, les textes de Kuhn m'avaient vraiment marqué. Et peut-être parce que c'était un sociologue des sciences, je n'ai aucune idée. Mais je voulais montrer aussi comment les paradigmes gardent un rapport particulier avec les contextes dans lesquels elles émergent et dans lesquels ils vont opérer plus tard aussi. Non? Et à un moment donné, je pense qu'à quelque part, je dis que après Marx et dans un autre registre, Foucault ou Kuhn, on peut constater que la science est l'enfant de son époque. Oui, absolument. C'est tout à fait vrai.
Oui. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire avec ces textes. Et ce qui est important, c'est qu'après, j'ai pris ces textes et j'ai réfléchi à la formation des enseignants. Et je ne l'ai pas fait, mais je pourrais continuer en montrant que chaque période de l'évolution de la recherche correspond à une période dans comment les formateurs des enseignants voyaient les enseignants. Donc, d'une synergie, d'un éloignement de l'enseignement parce que les contenus ou les résultats de recherche tombaient top-down, à une synergie entre le monde de la recherche et le monde de la pratique, à une, je ne sais pas, enseignante réflexive, comme disait Sean, et acteur, comme disait Gideon, à aujourd'hui, Oui. que c'est un retour à une pratique enseignante orientée par les résultats probants de la recherche. Donc, il y a tu sais, si tu vois Ah oui, oui. il y a un lien aussi avec la formation. Oui, oui, oui. Bon, ça, c'était un texte que je pense qui a été utile fondamentalement pour les étudiants. Le deuxième texte que je pourrais dire, c'est celui de l'évolution de la recherche qualitative. Qu'est-ce que je voulais montrer dans je voulais faire une synthèse et une analyse critique de la recherche qualitative, montrer que son évolution n'avait pas été uniforme, que son évolution n'avait pas été linéaire et que là où on était n'était pas tout gagné encore. Oui. Donc, voir qu'aujourd'hui, il faut continuer Absolument, oui. donc, il fallait vraiment voir ça, je voulais montrer tout ce qu'elle avait acquis, non? Et je voulais montrer aussi ce qu'elle souffrait d'un éclatement parce qu'il voulait tout embrasser, les arts, la danse, la littérature, je ne sais pas quoi. Donc, même en lisant les derniers bouquins de Denson et Lincoln, on sent qu'il y a qu'il y avait un éclatement parce que moi, ça Oui, fait que oui. je ne suis pas allée les rendre visite. Donc, bon, ces deux textes sont importants. Les dernières que j'ai écrites pour la revue de l'association, que je pense que c'était, oui, dans le numéro anniversaire, je ne sais pas quoi, que j'ai écrit sur les méthodes mixtes, parce que c'est ça. Le pragmatisme épistémologique et l'utilisation des méthodes mixtes, il me semble que sont un danger pour la recherche qualitative. Donc, j'essaye de la manière la plus rigoureuse possible de Oui, montrer comment ces méthodes mixtes se sont déguisées, oui, oui, non? oui, oui. Oui, Entrer que les rapprochements méthodologiques, c'est possible, mais au point de vue épistémologique, c'est pas si Pour clair. moi, non. Il y a des autres qui vont dire que oui, mais pour moi, non. Mais Oui, je ne sais pas, ce sont des postures, c'est ça. absolument, absolument. En fait, ta réponse ouvre toute grande la porte à ma question suivante. Selon toi, quelles pistes restent à explorer ou à développer? Hein? Qu'est-ce qui, à quoi sont confrontés les nouveaux chercheurs, ou ben, pas nécessairement les nouveaux chercheurs, mais ceux qui sont encore très actifs en recherche? Oui, comme tu dis, j'ai ouvert la porte à la question parce que je pense que la première piste concerne la réflexion, une réflexion approfondie sur les risques d'affaiblissement que subit la recherche qualitative. Oui. Que le fait de mettre sur la place publique la hiérarchisation de la recherche qui ont fait, je ne me souviens pas comment il s'appelle, Ellis et Oui, Good. oui, je ne me rappelle plus non plus, mais je sais de En quoi tu tout cas, parles, oui, oui, hiérarchisation desqualifie complètement la recherche qualitative absolument. et justifie un retour en force de la mesure et de la quantification, pas seulement pour la preuve, sinon parce que la recherche qualitative devient encore la littérature. Oui, 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 l'exploration, Hein. oui. Je pense que l'enjeu, c'est pas seulement épistémologique, l'enjeu est aussi politique. Oui, L'enjeu est aussi politique parce que les organismes subventionnaires
ont ça dans sa vision. Ils vont privilégier beaucoup plus, et même on voit la recherche orientée, tu sais, je sais pas, les pratiques pédagogiques efficaces, les écoles efficaces et les enseignants efficaces, et continuent avec l'efficacité, justement en étant de chercher les données probantes. Donc, c'est ça, c'est des qualifications, euh, des avantages, les chercheurs qui se détachent, non, de cette courant qui est aujourd'hui plus dominante. Et même, je dirais, l'orientation de la recherche. Non? Les organismes subventionnels, maintenant, ils nous disent sur quoi on travaille. chercher et comment chercher. Oui. Ça, je pense que là-dedans, il faut réfléchir là-dedans. La deuxième piste qui me semble, c'est celle que je t'ai parlé un peu de l'engagement, et donc réfléchir plus sur les possibilités que cette recherche participative nous donne aux chercheurs pour s'engager. Et ça me faisait penser sur ce que je te disais de chercheur portugais Boaventura de Sousa Santos. Lui, il parle de la nécessité de se détacher des épistémologies eurocentristes, je ne sais pas comment. Et privilégier ce que lui il appelle les épistémologies du Sud. Mais en fin de compte, les épistémologies du Sud, c'est légitimer les connaissances et les processus de production de connaissances qui ont les groupes les plus, je te dirais, désavantagés de la société. Désavantagés, oui. Ah oui, oui, oui. Les groupes ethniques, donc pense ça parce qu'il y a là-dedans un savoir d'expérience, un savoir ancestral que l'université ou que le savoir savant n'a jamais permis de rentrer. Donc, il dit à quelque part une chose que j'ai beaucoup aimée, ça serait intéressant, pas que les savoirs universitaires sortent au monde, sinon que les savoirs du monde rentrent. Oui, oui. Donc, je trouve que les recherches participatives, ce qu'on disait, faire la recherche avec et pas sur, c'est une des possibilités qu'il faut continuer. Oui, encourager à explorer. Oui, explorer, et parce que je pense qu'elle rend énormément de possibilités pour approfondir, non, et pour continuer à travailler sur la recherche qualitative. Et être attentive aussi à cette hiérarchisation qui nous vient de... Oui, et qui ne peut faire que du tort, en fait, à toutes les formes de recherche. Parce que là, on rentre dans une classification qui est désavantageuse. Absolument, absolument. Oui. Et une chose qui me semble importante, c'est aussi réfléchir à une notion que je pense qu'on l'utilise comme ça, comme allant de soi, que c'est qu'est-ce que ça veut dire participer. Oui. Et parce que pour moi, participer à la recherche, c'est pas seulement être là. Pour moi, participer à la recherche, c'est comme je disais tantôt, voir quelle est la place que les chercheurs donnent à ses participants dans la production. Absolument. Est-ce que lui, il y a un contrôle de ce que lui sait? Est-ce qu'il y a un pouvoir sur lui-même? Oui. Sinon, c'est pas participation, parce que toutes les recherches qu'on a faites, je sais pas, au tiers-monde, je sais pas, c'était assistance, c'était... Oui, on a écouté les gens, on a rédigé des rapports et voilà, c'est quelqu'un d'autre qui prend charge du discours de l'individu, que l'individu a tenu. Donc, je pense que ça aussi, il faudrait comme réfléchir un peu plus. À un moment donné, je pense que dans le cadre du travail de recherche qu'on avait fait avec Lucie Sauvé. Oui. Ah oui, Damas, le projet de... Oui. Damas, et j'avais commencé à réfléchir un peu sur la question de la participation, surtout parce que dans ce projet, je suis allée à faire comme une évaluation du projet. projet, et
je me trouvais, tu sais, je ne voulais pas faire une évaluation sur les résultats, est-ce qu'on atteint les résultats et combien on avait utilisé l'argent qui avait donné l'AXI. Donc, je me suis impliquée dans une démarche plus réponsive d'évaluation qui a été super longue, mais que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Il m'a beaucoup sensibilisé à ce que le monde de terrain savent. C'est ça, et comment ce projet avait apporté un certain effet dans l'organisation de leur enseignement, de leur... oui, oui. C'est vraiment important. Maintenant, bon, tout ce parcours de chercheur, tu parlais des apprentissages que tu avais faits, des leçons que tu avais tirées, de toutes les prises de conscience que tu avais faites pendant ton parcours de chercheur. Mais il y a maintenant des jeunes chercheurs qui sont des personnes qui sont au doctorat, qui sont en train de se former à la recherche, ou des gens qui débutent dans une carrière de chercheur. Qu'est-ce que tu leur dirais? Quel serait le message le plus important que tu voudrais leur communiquer? La première chose que je lui dirais, c'est si vous vous êtes intéressé à saisir les phénomènes éducatifs dans toute sa complexité, parce que c'est un des phénomènes les plus complexes. Si vous voulez vraiment travailler sur les notions d'inclusion, qui est si importante et qu'on aurait beaucoup de choses à dire, si vous voulez travailler sur la notion de différence, si vous voulez travailler sur les identités sociales, si vous voulez travailler sur, je sais pas, les parcours migratoires des élèves québécois, si vous voulez travailler sur les manières de penser, sur les croyances, il n'y a pas un autre choix que la recherche qualitative. C'est elle qui vous offre toutes les possibilités. Ouais. Mais, il y a toujours un mais, en recherche qualitative, il faut investir du temps. Ce n'est pas une recherche qui se fait... Non, oui. Ce n'est pas un questionnaire que tu envoies à 300 individus. Ça demande du temps, oui. Ça demande de la flexibilité, ça demande une réflexion éthique parce que vous devez négocier avec les gens, vous devez rentrer dans le terrain d'une manière collaborative, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est ça, réfléchissez. Et en plus, autre chose que je lui dirais, si c'est ça qui vous intéresse, vous devez lutter contre ce qu'on disait tantôt, que j'appellerais ça un conservatisme méthodologique qui revient en force. Et pour finir, je lui dirais, en traduisant un poète espagnol qui s'appelle Antonio Machado, qu'elle dit en espagnol, dit « Caminante no hay camino, se hace camino al andar ». Donc, je vais traduire pour les jeunes chercheurs et je lui dirais « Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». En marchant, oui. Oui, c'est bien vrai. Et ça représente bien la dynamique de la recherche qualitative. Hein? C'est pour ça que je te dis, on apprend sur l'état. Ouais. On apprend sur la prise de décision, on apprend sur... c'est ça. Il n'y a pas une autre manière. Tu sais, avant, je pense que les types de recherches avec lesquels on a été formés étaient plus rassurantes. Oui, parce que les choses étaient certaines. Pour valider un questionnaire, on fait telle chose. Pour compiler les réponses... Si carré fonctionne, si ne fonctionne pas. C'est ça, oui. Puis après, tu as... C'est pour ça que je te disais au départ que la sensibilité au langage me semblait super importante. On travaille sur les mots. Super, Martha. Merci d'avoir partagé avec ceux qui regarderont cet enregistrement cette belle expérience que tu as et merci de toute ta contribution en fait à la recherche qualitative. C'est un legs précieux pour les générations, les quelques... Oui, mais là, c'est toi qui es en évidence. Un élément important dans ce parcours. Mes collègues, je te dis, mes collègues ont été très importants. Très importants.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont eux qui me questionnaient, sont eux qui m'apprenaient, sont eux c'est ça, qui me stimulaient à aller plus loin. Mes étudiants aussi, et quand je dis mes collègues, j'ai inclus aussi mes étudiants de doctorat, qui en fin de compte sont des collègues. Il a été très important dans mon parcours. Beaucoup. Parce que, oui, parce que je venais avec une autre... comment je pourrais te dire, je venais avec une autre culture de recherche. Oui, oui. Donc, ça aussi, j'ai appris ici. Très bien. Alors, merci. Je vais mettre fin à l'enregistrement.